Salut à tous, c'est Karel et bienvenue sur ma chaîne Kodaléa. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas prononcé ces mots. Je m'excuse en avance si ça vous va ça commence déjà. Si ça va vous paraître un petit peu... voilà, je rame un petit peu. Ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo. J'avoue que ça m'avait manqué. J'attendais ça avec impatience. Bref, je vous propose aujourd'hui de revenir sur les lectures que j'ai faites en fait depuis mon dernier point lecture, c'est-à-dire depuis fin août. Donc du coup là je vous propose mes lectures du mois de septembre, octobre et novembre. Je pense que je ferai un point lecture pour le mois de décembre et puis peut-être un bilan de l'année 2017 en ce qui me concerne. Donc voilà, au programme de cette session, il y a des romans donc physiques, il y a aussi des romans audio et il y a aussi des BD. Je vais vous parler de Une si jolie petite fille de Gita Sereni et c'est aux éditions Point. Ensuite, je vous parle très brièvement des lectures au niveau des BD. Donc, il s'agit dans un premier temps des tomes 9, 10 et 11 de la Geste des Chevaliers Dragons, de Ange et divers auteurs de BD, divers dessinateurs, puisque chaque tome a un dessinateur propre. Je vais vous parler ensuite des Mes Aventuriers de la Science de Jim Jourdan et de 25 scientifiques, et c'est aux éditions Maki Sapa. Je vais vous parler aussi très brièvement, puisqu'en fait j'en ai déjà, c'est un livre que j'ai déjà lu et dont j'ai déjà fait des chroniques. Je crois que c'était au début de ma chaîne. Il s'agit du Chuchoteur de Donato Carrisi que j'ai réécouté en livre audio. On continue avec un livre audio que j'écoute en ce moment encore. Il s'agit de Gagner la guerre. Donc là c'est la version en papier, qui est aussi énorme que la version audio. Gagner la guerre de Jean-Philippe Jaworski. Ici c'est à Folio SF, mais moi je l'écoute sur Audible. Et on finira donc avec une autre lecture en cours. Il s'agit de La Fée, la Pie et le Printemps d'Elisabeth Ebory, et ceci est aux éditions ActuSF. Alors on a du pain sur la planche, je vous propose qu'on y aille tout de suite et on va commencer par ce livre-ci. Donc il s'agit de Une si jolie petite fille de Gita Sereni, c'est aux éditions Point Poche. Oui, ça, Point Poche. Ce livre, donc j'ai fini de le lire, je sais plus quand, c'était peut-être le mois dernier ou le mois d'avant. C'est un livre à la fois policier, à la fois de témoignages, donc on est loin de la fantaisie, etc., de mes domaines habituels. Et voilà, je pense que j'étais dans ma série, entre guillemets, un peu faits divers, serial killer, etc. Du coup, je pense que j'avais très envie de lire ça. De quoi ça parle? J'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes. Ça revient sur un fait divers qui a eu lieu dans les années 60 en Angleterre. Et ça revient sur donc un fait divers où une petite fille de 11 ans avec une partenaire, enfin une complice, voilà, qui avait 13 ans, je crois, à l'époque des faits, ont tué toutes les deux petits garçons de 3 et 4 ans, et ça a complètement foutu l'Angleterre en sang dessous à l'époque. Et en fait, ce livre revient donc sur ces faits en particulier, et surtout sur le suivi donc de Marie-Belle, donc qui a été l'une des deux gamines, donc celle de 11 ans qui a tué ses enfants, et tout son suivi donc dans l'univers carcéral, comment ça s'est passé pour elle, pour une gamine de 11 ans, de se retrouver donc jugée comme une adulte, et donc tout au long du procès, ensuite dans la prison, là où elle a été donc en prison, et ensuite sur sa sortie de prison aussi. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que justement on a donc des recherches vraiment journalistiques, d'investigation par rapport à l'affaire en elle-même, mais on a aussi en fait tout le témoignage de Marie-Belle en elle-même qui revient sur justement ce qu'elle a fait pour essayer de comprendre ce qui s'est passé dans sa tête de jeune fille, de petite fille, pour en arriver à tuer des gamins, oui, des enfants de 3 et 4 ans, et voilà, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête. Est-ce qu'elle avait conscience de la mort, de la mort tout court, et de ce qu'elle faisait à ses petits-enfants, et il y a tout un cheminement de pensée, et aussi qui reste assez critique. C'est pas non plus enjoliver la situation, lui donner des explications, des excuses pour ce qu'elle a fait. Elle-même, en fait, au fur et à mesure où elle a grandi, où elle a compris, où elle a compris ce qui s'est passé, elle a une culpabilité qui a grandi avec elle, en fait. Voilà, essayer de voir psychologiquement comment tout ça pèse sur une petite fille de 11 ans qui a grandi une grande partie de sa vie dans un univers carcéral, d'abord avec que des garçons, imaginez ça, et ensuite dans des prisons de femmes. Donc voir comment fonctionnent les prisons de femmes, voir comment fonctionne donc le système aussi judiciaire
anglais de l'époque, puisque la petite fille a été jugée comme une adulte, et on apprend des choses qui sont un petit peu impensables à l'heure d'aujourd'hui, dans le sens où, par exemple, les antécédents de cette petite fille, et notamment son passé familial, etc., ne sont pas du tout revenus, enfin, n'ont pas du tout été analysés pendant le procès, donc ça a été un petit peu balayé du revers de la main. Et pourtant, justement, on revient sur les relations qu'elle a eues avec sa mère, qui sont extrêmement conflictuelles. Sa mère qui, enfin, je veux pas rentrer dans les détails, mais ouais, qui s'est passé des choses dans son enfance qui sont lourdes, et essayer voilà, de comprendre qu'est-ce qui fait qu'une petite fille de 11 ans va tuer un petit garçon de 3 à 4 ans. Alors c'est donc, comme je vous disais, c'est une lecture qui est assez forte. Ça, c'est pas non plus ni enjoliveur ni voyeur. C'est une lecture qui est vraiment sur le film et dans le bon sens en fait, vraiment à la fois pudique, à la fois on a un peu l'impression des fois qu'elle peut nous mentir, qu'elle édulcore certains détails ou sa propre culpabilité, sa propre participation, et puis en fait on revient toujours un petit peu à quelque chose de plus objectif en expliquant que là peut-être qu'il y a justement des choses qui sont à revoir, ou voilà. Donc c'est je pense une lecture et une analyse en fait de ce fait divers qui ont été extrêmement intéressantes et extrêmement intéressantes à lire, j'imagine, et en plus, enfin, j'imagine, intéressantes à lire, c'est sûr, intéressantes à faire. Et j'ai vu en plus que Dita Sereni vient de sortir, enfin, je ne sais pas, il n'est pas décédé, mais en tout cas, il vient de sortir un de ses livres qui revient aussi sur un autre fait divers qui, moi, m'intéresse beaucoup, dont elle parle aussi dans ce livre-là. En fait, il s'agit aussi d'un autre meurtre d'enfants par des enfants qui a eu lieu cette fois-ci à Liverpool dans les années 90, où là, ce sont deux petits garçons de 10 et 11 ans qui ont tué un petit garçon de 3 ans d'une manière absolument délectable. Elle revient justement très brièvement justement sur, je dis beaucoup justement, sur ce fait divers là de James Bulger, en faisant justement décidément le lien entre ces deux affaires et voir comment décidément, et voir comment l'affaire James Bulger a fait remonter en fait cette affaire donc de Maribel à la surface, avec les médias qui lui couraient après, qui essayaient absolument de trouver où est-ce qu'elle se trouvait. Enfin, elle avait vraiment été quand elle est sortie de prison, quoi. Bref, c'est une lecture que je conseille vraiment énormément. Moi, ça m'a fait c'est un petit peu bizarre de dire ça, mais ça m'a fait du bien dans l'espèce de marasme littéraire dans lequel j'étais. Bref, voilà, c'est une lecture que je conseille très fortement. Ensuite, je passe assez brièvement sur les BD. Je vais notamment les BD que j'ai donc en général emprunté à la bibliothèque. Donc j'ai lu Aria, donc le dernier tome de Aria de Michel Weyland, qui est une BD franco-belge, dont j'ai été assez fan depuis des années. J'ai plein de tomes de Aria là en dessous. J'ai lu le dernier tome. Je vous conseille, si ça vous intéresse, de venir voir en fait mes Insta Stories en général. Donc sur Instagram, je poste un petit peu mes trucs, enfin comment dire, mes réactions à chaud à ce que j'ai lu, notamment au niveau des BD. Je vais pas forcément revenir dessus en vidéo, puisque sinon j'aurais une vidéo qui ferait 3 fois plus de temps. Bref, j'avais parlé donc notamment de cette BD dont j'ai eu une impression un petit peu mitigée. Je voulais surtout vous parler des 3 tomes que j'ai lus, donc les 9, 10 et 11 de La Geste des Chevaliers Dragons, qui sont en fait donc un projet dont j'ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, et où disons que la qualité des tomes est assez diverse en fonction des tomes. La scénariste est toujours la même, il s'agit de Ange, qui écrit aussi pas mal de livres de fantasy, qui est une autrice, enfin en tout cas Ange est en général un binôme donc de Anne et Gérard, mais en tout cas la geste des Chevaliers Dragons, je vais y arriver, il s'agit surtout de Anne, donc de Ange, qui est une scénariste que j'aime vraiment beaucoup, et d'ailleurs en général c'est le scénario que j'aime le plus en fait dans la geste des Chevaliers Dragons. Là où je voulais un petit peu vous parler de ces tomes 9, 10 et 11, c'est que ça m'a vraiment sauté aux yeux, dans le sens où les tomes, au-delà du scénario que je trouve toujours très intéressant donc au niveau de chaque tome, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est au niveau donc de l'univers graphique, et donc c'est vraiment chaque tome a son dessinateur et donc son univers
visuel propre. Et là où vraiment ça m'a sauté aux yeux, c'est que justement il y a une façon d'illustrer des femmes, donc ce sont des femmes guerrières qui tabassent du dragon à longueur de journée, ce sont des femmes qui doivent rester vierges, donc qui dit vierge dit voilà, potentiellement sexuellement attirante, notamment au regard masculin. Et du coup voilà, la plupart des tomes, même quand je réfléchis aux tomes précédents, on a des guerrières qui sont vraiment oversexuées, qui ont toutes les parties de l'anatomie à l'air, alors que bon, on imagine que pour combattre des dragons, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique. Mais voilà, on est tellement habitué à cette vision des femmes guerrières où en gros c'est des bikinis quoi, qu'au bout d'un moment on fait plus attention. Et en fait, le tome 11, le dernier tome, qui était, c'est un hasard, mais qui a été illustré par Lucky, qui est en fait un ami à moi, on a fait la même école de 3D tous les deux. Et là, j'ai découvert justement un univers où les femmes, enfin les femmes guerrières dedans étaient vraiment des femmes guerrières, c'est-à-dire qu'elles avaient des armures qui étaient, et c'était extrêmement riche au niveau visuel. Elles avaient enfin, il y avait des types aussi complètement différents, parce qu'il y avait c'était un regroupement en fait de chevaliers dragons de tout l'univers, de tout le monde de cet univers-là en tout cas. Et donc du coup, on a des personnages qui sont un petit peu arabisants, on a des personnages qui sont plus occidentaux, mais on a toujours des femmes dont le rôle, la fonction de chevalier est respectée, et pas juste des meufs en bikini qui ont des grandes épées quoi. Et ça, j'ai trouvé ça m'a fait du bien, déjà parce que voilà, c'est Lucky et j'étais contente que ce soit lui. Et la BD, elle fourmille de détails, c'est beau, c'est riche, c'est d'une richesse impressionnante, et voilà, je voulais juste souligner ça, en tout cas dans la geste Chevalier Dragon. Je vais continuer à lire parce que l'histoire m'intéresse, mais je pense que j'aurai toujours ce truc-là à chaque fois de voir des meufs en bikini métallisé quoi. Au bout d'un moment, c'est un peu relou. La deuxième BD dont je voulais vous parler, il s'agit de celle-ci, donc c'est Les Mésaventuriers de la Science, anecdotes de chercheurs tout-terrain. C'est de Jim Jordan et 25 scientifiques, et c'est aux éditions, comme je disais, Maki Sapa. Alors ce livre m'a été proposé par l'auteur, donc Jim Jordan, qui m'a contacté sur internet, qui m'a proposé de lire ceci. Et j'ai dit oui tout de suite, tout simplement parce que, c'est quelqu'un qui est aussi dans le même genre de métier que moi, qui travaille dans l'animation à Angoulême. Et en plus, voilà, cette BD là, en plus c'était une BD, donc pour moi c'était plus facile à gérer qu'un roman à lire. Et en plus, voilà, l'année dernière j'avais lu les livres d'Axolot, enfin les livres illustrés, les BD illustrés d'Axolot, qui sont un petit peu dans le même genre. Voilà, ce sont des anecdotes scientifiques ou des anecdotes un peu bizarres, mais réelles. Et j'ai trouvé ça tellement intéressant que voilà, ce pitch-là, donc en fait il s'agit juste d'anecdotes de vrais scientifiques, de vrais chercheurs qui reviennent sur des choses qui leur sont arrivées, un peu loufoques, un peu voilà joli, bon enfant. C'est pas forcément dans la bizarrerie comme Axolot, mais ça reste voilà, c'est ce que j'ai bien aimé, c'est que ce sont juste des portes ouvertes sur des moments de vie de scientifiques qui ont des fois pas de bol. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que justement il y a toujours donc cette petite anecdote, mais qui est rajoutée avec justement comment dire, avec un petit laïus en quoi consiste leur métier. Donc ils expliquent comment ça fonctionne, en quoi ça consiste, leur mission, etc. Donc ça reste quand même hyper éducatif, hyper pédagogique. Et le style de dessin en plus est très adapté, je trouve. Un peu... je saurais pas comment vous le qualifier, mais c'est à la fois coloré, c'est à la fois un peu pastel. C'est vraiment très sympa. Et en fait, donc on a donc le côté un peu humoristique, mignon quoi, et aussi toute la partie un peu didactique, pédagogique pour voilà, pour découvrir qu'est-ce que c'est le quotidien d'un scientifique, d'un biologiste, d'un anthropologue, etc.
Et ce qui est vachement cool, c'est que justement à la fin, vous avez donc toute cette page donc de vrais scientifiques avec leurs contacts, notamment leurs contacts Twitter, donc on peut les suivre. Et d'ailleurs, il me semble que c'est par là que l'auteur, Jim Jordan, a contacté tous ces scientifiques pour parler de leur projet. Et voilà, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant et voilà, c'était une super lecture. Maintenant, je vais vous parler de mes lectures audio que j'ai faites, donc une que j'ai terminée et une qui est encore en cours, et vous parler un petit peu très rapidement de ce que j'en ai pensé, de ce que j'en pense. Je vais commencer par vous parler du Chuchoteur de Donato Carisi, et je crois que c'est chez Calman Levy. C'est un livre audio que j'ai réécouté. Voilà, j'étais dans ma période un peu fait divers serial killer, en train de lire Une si jolie petite fille à côté, en train de commencer à regarder Mindhunter sur Netflix. Voilà, je vous dépeins un petit peu l'ambiance, donc j'avais envie, voilà, du serial killer. Je suis retombée sur ce livre audio en fait que j'avais dans ma bibliothèque. J'avais envie de relire ça et je vous invite à relire ma chronique que j'ai faite, je crois, au début de mon blog, donc je vais pas forcément revenir là-dessus. Je vous invite à aller voir la chronique si ça vous intéresse. En tout cas, c'est une excellente lecture, un très très bon roman policier que je vous invite aussi à lire. Je vais vous parler ensuite d'un autre livre audio que je suis encore en train d'écouter. Il se trouve que je l'ai en papier aussi. Il s'agit de Gagner la guerre de Jean-Philippe Jaworski. Cette édition-ci est à Folio SF et en tout cas, le livre audio, je l'écoute sur Audible. Alors comme vous voyez, c'est une petite brique et c'est un petit peu la même chose au niveau audio puisqu'il fait plus de 33 heures d'écoute, je crois. Nous sommes dans la cité de Ciudadella. J'adore le nom, la musique de cette cité-là. Donc c'est un univers de fantasy qui peut rappeler un peu les cités-états italiennes du 15e, 16e siècle, mitigées avec un petit peu de fonctionnement à la romaine, au niveau de la Rome antique. Donc on est dans un univers, dans une histoire qui est extrêmement politique. On suit donc les aventures de Don Benvenuto Gesufal, si je me souviens bien, qui est en fait un homme de main, un tueur, qui est donc à la solde du plus grand homme politique de Ciudadella, et il va lui arriver plein de trucs, et notamment, c'est pas quelqu'un de très très agréable, c'est un peu un anti-héros, et c'est un livre à la première personne, donc on est vraiment dans les bottes de Don Benvenuto, et c'est extrêmement bien écrit, voilà, je saurais pas vous dire plus que ça, mais ça se lit, en même temps ça se lit tout seul, et j'ai surtout ressenti ça au début, c'est un vrai délice à écouter, c'est un vrai délice à lire. Là où je peine un petit peu, c'est que ça commence, en tout cas pour moi, ça commence un petit peu à être longuet. Là j'ai lu environ 20 heures, donc j'ai lu 60% je crois du livre. Et je vous avoue que ça commence un petit peu à être longuet. Même si j'apprécie toujours la qualité littéraire, la qualité du style, c'est vraiment un bonheur pour les oreilles, un bonheur pour les yeux. Mais il se trouve, voilà, je trouve ça un petit peu longuet en ce moment. Pourtant, il se passe plein de choses, c'est vraiment rocambolesque à tous les niveaux. Il y a beaucoup d'intrigues politiques. Il y a de la tuerie, etc., des trahisons. Enfin bref, voilà, c'est vraiment très épique. Voilà, le seul bémol pour moi, c'est qu'en ce moment, c'est un petit peu longuet. Mais bon, je ne désespère pas, je pense que je l'aurai fini avant la fin de l'année, en tout cas, j'espère. Voilà, je vous en donnerai des nouvelles dans le prochain, j'espère, dans le prochain point. Maintenant, je vais vous parler de mon autre lecture en cours. Il s'agit du livre La Fée, la Pie et le Printemps, c'est de Elisabeth Ebory et c'est aux éditions ActuSF. Alors, il s'agit pour ce livre-ci d'un partenariat, en fait, d'un SP, tout simplement, un service presse que j'ai commencé à lire, je crois que c'est quand j'étais partie à New York, donc au mois de septembre. Donc là, on est quand même mi-novembre, je suis toujours dedans. Nous avons ici un livre, en fait, où on suit deux histoires un peu parallèles, donc deux fées. Donc nous avons d'un côté Rivage et de l'autre côté Philomène, qui vont avoir donc leur destin qui vont se recroiser à un moment. Donc nous avons d'un côté Rivage qui est une espèce de fée rebelle qui veut absolument remettre les fées à leur juste place et par rapport donc aux humains et les fées qui se sont fait un petit peu éjecter de la Terre dans une espèce de monde parallèle un peu verrouillé.
et qui essaye de fomenter une espèce de complot pour notamment mettre en fait une fée à la place de la reine d'Angleterre. Vous savez les changelings, comment ça fonctionne, donc vous mettez en fait un enfant en changeling à la place d'un humain dans le berceau, donc il y aura comment dire, son visage, etc. Mais donc c'est un enfant des fées à la place de l'enfant humain. Et donc les choses font que ça se passe pas forcément comme elle le souhaiterait. Et on suit en tout cas cette partie-là de son côté. De l'autre côté, on a Philomène qui est en fait une fée aussi, mais qui est une fée voleuse, qui a volé plein de trucs, et qui, lors de ses pérégrinations, tombe sur comment on pourrait dire ça, à la fois saltimbanques, à la fois voleurs, à la fois des gens assez mystérieux, avec qui elle se greffe en fait pour faire son périple jusqu'à Londres. Et les choses sont un petit peu bizarres, on sent que ce sont pas des gens normaux, entre guillemets. Alors, pour l'instant, qu'est-ce que je peux vous en dire, puisque je suis encore dans cette lecture-là. J'en ai lu un peu plus de... j'en suis presque à 40%. Pour tout vous dire, cette lecture est un petit peu difficile pour moi, à plusieurs niveaux. Déjà, le plus gros point qui, moi, me hérisse un petit peu, c'est que c'est écrit au présent. Et j'y arrive pas, je trouve que ça me... J'arrive pas à lire quand c'est au présent, enfin, je vois pas l'intérêt dans ce récit-là, un récit de fantasy, de mettre au présent en fait. Moi ça me ôte, ça me retire de ma lecture, à chaque fois je vois que c'est au présent et je comprends pas pourquoi, et du coup j'arrive pas de le bloquer à chaque fois que je vois un verbe, ce qui est quand même assez emmerdant. Mais je vois pas en quoi c'est justifié d'utiliser le présent pour cette histoire-là, parce que ce qui est assez étrange, la dernière fois j'étais en train de lire et à un moment, je sais pas, ma lecture s'est fait hyper fluide, et je fais je sais pas, d'un seul coup je rentre plus dedans, d'un seul coup je suis un peu plus, et ça je me suis rendu compte, mais c'est au passé, et voilà, donc c'est la traditionnelle façon de décrire au passé simple et à l'imparfait, et je sais pas, d'un seul coup, ça avait commencé à me prendre plus que d'habitude. J'arrivais à mieux suivre les personnages, j'arrivais mieux, et puis d'un seul coup après, cette partie-là était un flashback dans le passé, et ensuite on est revenu au présent, donc à l'histoire telle qu'elle se déroule, et pourquoi je comprends pas la décision d'utiliser le présent là-dedans encore, enfin voilà, je sais pas. Et peut-être que ce blocage, qui est peut-être uniquement personnel, m'empêche de m'attacher au personnage. Là, donc comme je vous disais, j'ai lu plus de 120 pages sur les 300 et les brouettes, et je serais bien normal à vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé depuis le début du livre. J'ai lu presque 40%, et j'arrive pas encore à vraiment bien cerner les personnages. Je sais qu'en fait, à chaque chapitre, on passe de Philomène à Rêvage, de Philomène à Rêvage. Et l'une d'ailleurs, il me semble que c'est Philomène, c'est la première personne, et Rêvage c'est la troisième personne. Donc il y a des choix comme ça qui sont valables, mais j'arrive pas à m'attacher à ces deux personnages-là. Peut-être plus Philomène que Rêvage. Rêvage, j'ai vraiment du mal, pour moi c'est vraiment une porte close. Et ce qui fait que ce qui leur arrive, j'arrive pas forcément à remettre les choses... j'arrive pas à les suivre, et j'arrive pas à me prendre d'empathie pour elles, et j'arrive pas. Donc, et pourtant, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose plus tard, ce qui fait que je continue ma lecture, mais je vous avoue que c'est un petit peu... je prends pas forcément ma tablette, ma liseuse avec vraiment frénésie, je vais lire la suite. C'est pas ça, mais il y a tout ce petit truc qui fait... là pour l'instant on a deux récits séparés. Qu'est-ce qui va se passer quand elles vont se rencontrer, se nouer toutes les deux, et qu'est-ce qui va se passer après? J'en suis presque à ce moment-là dans ma lecture. Maintenant je vais voir si ça continue ou pas, et voilà, ça va, je pense, influencer ma décision de si je l'abandonne ou pas. On verra ça donc au prochain point lecture. Voilà, cette vidéo point lecture on va dire de l'automne 2017 est terminée. J'espère que ça vous aura plu. J'ai vraiment eu du mal à me remettre à filmer. Je rame beaucoup. J'espère qu'avec le montage ça se verra pas. Bref, si vous avez des questions, des remarques ou n'importe quoi, si vous avez lu éventuellement La Fée, la Pile au printemps, qu'est-ce que vous en avez pensé? Si vous avez lu Les Mésaventuriers de la Science, si vous avez lu Gagner la guerre, laissez-moi un petit commentaire, ça m'intéresserait de savoir si
vous avez eu aussi des difficultés ou pour vous c'est passé comme lettre à la poste. Ça m'intéresse de savoir ce que vous en avez pensé. Voilà, sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao. T'as pas l'impression que tu gênes, toi?